Remplir les chaises du milieu avant tout. Je copie, je fais du plagiat. Andrew, bad student. Hi everyone, we're going to get started. Again, if you could please move into any of the empty seats. Bonjour, on va débuter. Veuillez vous asseoir dans les sièges du milieu. Remplir les chaises les moins fréquentées. Et si on pouvait fermer les portes à l'arrière, ça serait bien. Il y a quelques sièges de libre ici à l'avant. Donc, c'est mon grand plaisir de vous présenter Dr. Mandy Brisebois, qui est une amie et une collègue, professeure à l'Université d'Alberta. Elle est experte dans la gestion des maladies non cancéreuses. Et elle va nous entretenir avec une belle présentation. Oui, bonjour. Vive la technologie. Ce microphone sans fil. Alors, ça me fait plaisir d'être ici en personne et j'attends cette conférence. J'ai tenu cette conférence depuis 3-4 ans et ça me fait vraiment plaisir d'être ici et je vois des visages dans la salle qui sont familiers. J'étais à une rencontre à San Francisco il y a environ 8 ans et il y avait environ 30 personnes dans le groupe et j'ai fait cette présentation à ce moment-là. Et aussi, il y a 5 ans, dans une très grande salle. Et là, je vois aujourd'hui, on voit qu'il y a un engouement à propos de ce sujet. Alors, j'ai des diapositives pour essayer de rendre ma présentation plus interactive. Vous allez voir qu'il y a, à certains moments donnés, il y aura des questions qu'on va se poser à propos de notre pratique. Et vous êtes en ligne si vous voulez ajouter des commentaires lors de ma présentation, cela sera possible. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je n'ai pas été reçu du financement. Je sais qu'il y a des gens dans la salle qui considèrent la médecine palliative. Et ça, il faut relier ça avec les spécialistes dans nos zones, dans nos régions. Un de mes domaines d'intérêt, c'est la transition des soins. Et je vais vous montrer un site web que nous avons créé. Alors, j'aurai besoin de l'aide des techniciens ici pour se rendre à notre site web et je pourrai vous montrer des choses intéressantes. Et aussi vous fournir des mises à jour. Ce n'est pas une très longue présentation. C'est sûr que je peux faire une présentation très longue si je voulais, mais j'essaie de vous donner une mise à jour sur certains sujets. Alors, comme praticien de haut niveau, il faut être attentif à la survie. Et les patients veulent en connaître davantage. Et je parle à mes collègues, à les internes.
à propos de ce que les patients veulent savoir. Alors, voici un article qu'on a publié en 2019 sur la cirrhose. On est chanceux d'avoir un graphiste qui a travaillé avec nous. Il y en a qui voulaient en noir et blanc. Nous, on a décidé d'utiliser la couleur. Alors, j'utilise ce tableau pour enseigner quand on apporte, on intègre la conversation dans nos soins. Tout ce qui est en vert, c'est une thérapie qui modifie la maladie pour essayer de contrôler l'avancement de la maladie. Gestion des symptômes, soins psychosociaux. Tous ces éléments devraient entrer en jeu lors de la première journée. La clinique de transplantation de cirrhose à Edmonton aussi, nous avons une collaboration avec une clinique de transplantation du foie qui nous aide à concevoir ce tableau. Alors, c'est une étude qu'on a réalisée il y a quelques années. Ah ben, ça semble loin, mais c'est en 2018, mais avec la pandémie, on dirait que c'est il y a 10 ans. Pour nos patients qui ont des problèmes de cirrhose dans notre clinique, et on veut un diagnostic hâtif. On ne veut pas qu'il l'ait lors de l'arrivée à l'hôpital. Alors, il faut discuter du plan de traitement à l'avance. Il y a beaucoup de formations à effectuer avant de pouvoir développer des aptitudes pour discuter avec les patients. Alors, ici, c'est une clinique où leur physicien est fortement impliqué et très bien connu, Dr Tandem. Et ils n'utilisent pas la conversation avec leurs patients. Ils sont tellement occupés, ils n'ont pas le temps, et c'est très difficile d'intégrer ces soins. Alors, qui le fait? Ils sont contents d'avoir l'implication des soins palliatifs, d'avoir des praticiens de famille qui sont impliqués. Alors, on espère intégrer avec les physiciens pour qu'ils tiennent ces discussions de pré-traitement. Moi, j'offre des services de soins virtuels avec mes patients. Et c'est un open outil parce qu'on peut impliquer les familles, avoir des outils en ligne. Alors, c'est une bonne façon de faire de la planification d'avance. Beaucoup d'entre vous, dans l'auditoire, sont familiers avec ce qu'on a ici. Nous, on a élaboré cela lorsqu'on revenait d'une conférence à Banff et on retourne à Edmonton. On disait que c'est fluide. La planification à l'avance des soins avec des maladies sévères, c'est strictement régimenté. Et on avait une méthode. Est-ce qu'on peut l'amortir un peu? Est-ce qu'on peut l'adoucir? Après quelques minutes, elle m'a dit. On voyait qu'elle était désorientée parce que les patients dirigent la conversation autrement. Tous les éléments de cette roue. Et après avoir discuté avec les patients, on voit qu'elle m'a dit que c'est vrai que les patients aiment orienter la discussion. Et j'ai découvert, c'est bien. Parce que cette roue médicinale place le patient au milieu. Cela se retrouve sur notre pochette avec d'autres tableaux. Et nous expliquons que ces conversations peuvent être assez complexes. Alors, je ne peux pas faire une grande présentation sur les maladies affectant le foie, mais voici
Un tableau présenté et on voit le cirrhose du foie, ce qui commence avec un foie gras, très gras au début. Alors c'est important de reconnaître et d'impliquer l'hépatologue. Alors je regarde le taux de survie des patients avec la cirrhose lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, lorsqu'ils arrivent à la clinique. C'est facile d'oublier que c'est sérieux parce qu'ils ont... Ce n'est pas apparent, ils marchent, ils ont l'air normal. Alors, il peut avoir une maladie de cirrhose compliquée et semble bien aller, mais il faut regarder le taux de survie qui n'excède pas 12 ans. Si on vous disait, vous avez juste 12 ans à survivre, vous vous sentiriez mal, on penserait que c'est pas si long que ça. Mais la moyenne de survie est de 2 ans et c'est très court. Alors qu'on commence à avoir plusieurs conditions, si vous avez une hémorragie ou une complication non saignante, alors les complications augmentent de façon exponentielle si vous avez plusieurs conditions. Votre durée de vie est réduite. Et j'ai vu tellement de patients avec plus qu'une complication. Et je ne discutais pas de la situation avec eux. Mais c'est très important de le faire. Et ce qui est important, c'est les données qu'on ne retrouve pas ici. On ne considère pas les comorbidités. Alors, plusieurs patients ont des maladies vasculaires, ont des maladies cardiaques et ont d'autres conditions. Alors, ces données sont erronées parce qu'ils considèrent juste la cirrhose du foie. Alors, il faut le retenir. Alors, quand les complications arrivent, ils deviennent très malades et vous savez que ces patients ne vont pas très bien. Alors, j'aime le triangle, le diagnostic, le pronostic. On est bon à ce niveau. Cet élément, prendre un recul, comme on fait en soins palliatifs, et à comprendre ce que les patients regardent et ce qu'ils veulent. Donc, je vous ai montré au début, avec le tableau, je montre cela aux patients et je leur dis où vous retrouvez sur ce tableau. Une fois expliqué. Habituellement, ils sont à l'hôpital, ils disent, bon, la dernière fois que j'avais mis, j'étais en bas, au bas de la courbe. Et là, je me dis, ben, c'est près de la mort. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, ils me répondent oui, j'avais l'impression de mourir. Alors, le patient vous explique son évolution sur le graphique. Et là, je demande, il vous reste combien de temps? Alors, certains répondent, bon, ben, il ne me reste pas grand temps. D'autres disent, bon, ben, non, ça va bien. Il y a 2 ans, ben, j'ai un patient qui m'a envoyé un courriel à qui j'avais dit il y a quelques années, il reste quelques mois à vivre. Donc, il y a des outils qui peuvent aider. Child merde sodium, le sodium, Cliff Sofa et Cliff ACLF, ce sont des outils de pronostic. Donc, ils sont utilisés pour informer les spécialistes. Mais c'est rare qu'on informe le patient ou les membres de la famille, qu'on leur transmet cette information. Voici un exemple. On n'a pas besoin de lire tous les détails, mais je vais montrer le taux de survie du côté droit en bas. Donc, si vous avez, on voit que vous avez des complications, vos chances de survie sont amoindries. Alors, voici comment on détermine le taux de survie suite à une transplantation. Et c'est différent au Canada comparé aux États-Unis.
États-Unis. Il faut avoir un pointage MEL avant de se qualifier. Alors, c'est mauvais. Beaucoup de patients dans ma clinique disent, bon, ben, je me sens bien, pourquoi je ne peux pas être sur la liste? Parce que je devrais survivre à la chirurgie, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut être très malade avant d'être sur la liste des transplantations à cause du nombre limité d'organes. Donc, ça crée beaucoup de détresse psychosociale pour les patients et le taux de mortalité avec le pointage MEL. Si vous avez un pointage de 40, il y a une probabilité de mortalité de 70 Le niveau, le pointage en soins palliatifs. Et j'explique ça aux patients. Si vous voyez une détérioration dans les fonctions, ce n'est pas un bon signe. Comment vous comparez-vous au mois auparavant, au mois avant cela? J'entendais souvent, si vous détériorez d'année en année, il vous reste tant d'années à vivre, ou il vous reste quelques mois. Et là, les patients croient. Si vous détériorez, s'il y a détérioration à la semaine, sur une base hebdomadaire, eh bien, le taux de mortalité est plus élevé. Est-ce que vous pouvez cliquer sur le lien pour le site web de soins pour la cirrhose? Cher technicien. Donc voilà. Et si vous pouvez cliquer les ressources pour les soins de santé, les ressources en soins de santé. Allez à professionnel de soins de santé. Nous avons créé ce site web. Dr. Tannen et moi avons trouvé ce concept et nous avons un nombre de physiciens impliqués, des travailleurs sociaux, des physiothérapeutes, des nutritionnistes. La liste est longue. Si vous rendez ce site web, vous obtiendrez toutes les ressources requises. Ça parle de médication, éducation des patients, vidéo. Si vous avez une telle maladie, quelles sont les complications ici? Gestion des symptômes. On a parcouru ça avec beaucoup de professionnels de la santé. Et je vais vous dire quelque chose qui est très important. J'ai siégé sur beaucoup de comités dans ma vie pour créer des documents et des directives. Et vous allez lire à propos de plusieurs directives pour la gestion des symptômes. Mais ce sont des énoncés consensuels. Ce n'est pas basé sur des expériences. Beaucoup d'entre nous débattons sur quel élément apporter. Et le problème est, parce qu'on ne trouve pas dans la documentation, dans la littérature, parce qu'une personne a écrit quelque chose dans l'article, est-ce que ça veut dire que ça devient une directive? Ben moi, ici, on essaie de fournir des directives. Par exemple, la douleur hydromorphone, 0,5 mg, c'est la plus petite dose que je peux donner et recommander. Mais si j'ai un patient qui a une maladie grave de cirrhose, ben, je vais utiliser 0,2 mg sous la langue. Alors, ce que je dis aux gens. Et il y a des notes aussi qui indiquent que beaucoup de médications, comme la Haldol pour l'anxiété, il faut révéler qu'on utilise. Et je vais vous montrer d'autres ressources qu'on peut utiliser. Donc voici le pointage de 1 à 10 pour 10 symptômes différents. Crampes musculaires,
et autres symptômes communs qui sont très faciles à traiter. Donc, plusieurs patients avec la cirrhose éprouvent des douleurs. C'est probablement le symptôme le plus important, les douleurs abdominales, le bas du dos et on peut soulager les douleurs. Et être sur une liste de transplantation, c'est très dur pour la santé mentale. Et aussi, il y a des changements physiques. Il n'y a aucune spécificité selon le genre, que ce soit des hommes, des femmes, ne peuvent plus porter leur linge, leurs souliers ne leur font plus. Donc, le pointage au niveau de la qualité de vie n'est pas très bon. Il y a des familles. Ben, il fallait qu'ils tenir des conversations avec eux à l'extérieur de la salle d'opération. Alors moi, des fois, le patient ne veut pas être au courant de toutes les complications. Je leur offre de les informer, mais ils ne veulent pas nécessairement connaître tous les malheurs qu'ils vont éprouver. Mais leurs membres de famille aiment être informés. Alors, pour beaucoup de maladies chroniques, on tient des conversations selon les besoins de la famille et du patient. Et ça va avec la permission du patient. Souvent, la famille aime avoir une conversation sans le patient. Mais beaucoup aiment les conversations avec le patient. Il y a une de mes collègues qui est une physicienne très intelligente. Son père avait une maladie du foie. Elle me dit, bon, qu'est-ce que je dois surveiller? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, j'ai parlé de saignement au niveau de l'anus, vomissage. Et elle a dit, bon, c'est pas très bien. Et c'est une urgentologue. Mais je l'ai envoyé avec un acide trimestatique qui ne fonctionne pas, mais je vais en parler. Ça, c'est environ 8 ans. On avait un plan. Elle avait des serviettes rouges près de la chambre d'arrêt. Son père le savait. Là, on dirait que c'est beaucoup de sang, mais c'est pas si grave. Mais finalement, il a... Il est allé à la toilette et il y a beaucoup de sang qui est sorti. Elle lui a donné sa médication. Elle l'a nettoyé et ça s'est terminé finalement. Et ça a très bien été parce qu'il n'y avait pas de stress, parce qu'on lui avait expliqué avant coup. Si vous vous levez, vous voyez plein de sang dans le bol de toilette, vous pourriez paniquer, mais parce qu'il a été informé. Ça a été moins pire. Alors, il y a beaucoup de douleur aussi chez ces patients, parce que beaucoup ont une longue histoire de dépendance. Si on cirrhose due à l'alcool, ça peut être assez grave. Et il faut leur en parler alors qu'ils souffrent. Et il y a beaucoup... Avant, je vous fournissais beaucoup de médications. Maintenant, presque pas. Je donne des opioïdes, de la médication pour leur anxiété, toutes ces choses, pour suivre ce que les cliniques de douleur. Mais la thérapie non pharmacologique semble la réponse. Et moi, j'ai la sclérose en plaques. Je vis avec des douleurs chroniques. Et des fois, je révèle ça à mes patients. Et c'est déplaisant, mais il faut incorporer ça dans notre vie. Il faut apprendre à vivre avec. Parce que les médicaments, ce n'est pas nécessairement la solution. Et mes patients, ben, on voit que ça les soulage de savoir ça. Et souvent, la médication peut vous donner l'impression que ça va mieux au début, mais après ça, votre condition se détériore. Ici, on n'a pas besoin de lire toute la diapositive, mais j'avais besoin de vous montrer qu'il y a beaucoup d'éléments sur le métabolisme du foie. Et si vous prescrivez pour ces maladies, il faut faire des recherches sur chaque médicament. Le médicament peut avoir effet sur le métabolisme. Sinon, ça peut avoir un effet sur un autre médicament que prend
le patient. Pouvez-vous cliquer sur la boîte en bas, s'il vous plaît? J'aime ça, réveiller le technicien de temps en temps, voir s'il est toujours parmi nous. Voici un beau site web. J'aimerais cliquer pour que vous le montrez. Quand vous rendez ce site web, toute médication, LiverTalk, ici, on peut chercher dans ce livre, vous pouvez faire des recherches sur toute médication. Pouvez-vous taper, ceci va être intéressant, pouvez-vous taper dans la boîte, non, sur la diapo précédente, aspirine. Je vais essayer de choisir quelque chose que vous êtes capable de déplier. Si j'avais choisi un autre médicament, peut-être ça n'irait pas aussi bien. Non, ce n'est pas le bon endroit pour taper ce mot. Dans la boîte, cherchez ce livre. Recherchez dans ce livre. Alors, oubliez ça, on va continuer. Mais si vous rendez ce site web, si vous allez faire une recherche dans le livre, vous pouvez taper le nom de tout médicament et ça va vous montrer tous les détails, tous les métabolismes affectés. Si vous utilisez une médication pour une maladie de foie et quelque chose ne fonctionne pas, voici le point clé, quelque chose qui ne travaille pas, et vous voulez une autre médication pour l'anxiété, allez ici et utilisez un médicament qui utilise un différent système corps. Ça, c'est critique parce qu'il y en a plusieurs, et si vous choisissez le même, vraisemblablement, il ne fonctionnera pas. Alors, ce site web est bon pour ça, même si vous n'avez aucune idée, je ne me souviens pas de tous les systèmes. Mais s'il faut choisir qui travaille différemment, c'est la clé en médecine. Parce que tout est métabolisé par le foie. C'est très important. Ce livre est merveilleux. Si vous traitez des patients qui ont des problèmes de cirrhose, ça c'est nouveau. Ça a été imprimé en 2020. Les mises à jour que je vous fournis sont souvent inspirées par ce livre. Et voici le site. Un ventre plein de fluide. Donc, avec ces symptômes, je vais vous donner des mises à jour, des bijoux cliniques. Vous pouvez poser des questions après. Alors, on a une discussion de plusieurs années sur le parasympathisme au volume pour une thérapie diurétique. Alors, il n'y a pas d'avantage à comparer du parasympathisme sur le diurétique. Vous ne les aidez pas à survivre, vous les aidez à se sentir mieux. Aussi, ça démontre qu'enlever plus de 4 litres par semaine. En médecine, habituellement, j'enlèverais plus que ça pour le confort, mais ça affecte le sodium et les reins. Donc, les patients doivent être au courant. Ils doivent comprendre qu'ils sacrifient une durée de vie pour le confort. Il faut connaître les doses. Si vous ne perdez pas de poids, vous êtes résistant à la diurétique. Et 10% résistent. Mais n'arrêtez pas activement quand vos fonctions de rein commencent à détériorer et le sodium décroît. C'est là que vous commencez à rencontrer le problème. Alors, il faut considérer si le patient le veut ou non. Moi, je n'insère pas des aiguilles si le patient est réfractaire. Voilà. Ce qu'il faut retenir ici, tout segment GI du parasympathisme c'est important de gérer les symptômes.
Donc, survie de durée de 6 mois. Le nombre de patients dans cette situation. Ben, auparavant, c'est difficile de leur en parler. Habituellement, c'est un octologue qui leur en parle. Donc, les facteurs de survie pauvres, faibles protéines dans les fluides, péritonite bactérielle et aussi consommation d'alcool aussi, ça nuit à la durée de survie. Alors, quand vous avez des capteurs enlever 500 mm par jour, le patient aime ça. Ça soulage le patient, mais ça n'aide pas vraiment le patient au niveau de la survie. Et aussi, le patient peut le faire soi-même à la maison. Et ça leur donne un bon sentiment, sentir qu'ils ont le contrôle. Voici un autre médicament, je vois ça dans les cliniques. Il n'y a aucun avantage, et ça se voit dans les études, de donner du albumine. Mais vous enlevez plus de 5 litres de liquide, ben, donnez-leur. Moi, je leur donnais avant. J'essayais de préserver le produit. J'essayais d'être responsable, suivre le produit, sauver le produit, pas nécessairement aider le patient. Mais s'ils ont des semaines ou des mois à vivre, cela va affecter leur corps, leur volume, leur niveau de sodium, leur albumine. Alors, c'est une bonne idée de le faire. On le recommande de le faire lorsque vous retirez plus que 5 litres. Antibiotiques, encore une fois, prophylaxis, si vous avez un saignement GI, faible taux d'albumine et SBP. Moi, j'utilise plus d'antibiotiques avec mes patients qu'auparavant. Je ne l'utilisais pas avant, mais j'ai réalisé que ça aide leurs symptômes. Donc, si je pense qu'il leur reste quand même une période de temps significative, même des semaines, si je peux prévenir un inconfort et des douleurs, ben, je leur administre. Voici une révision assez récente qui remonte au 22 août, qui parle d'acide réfractaire. C'est un examen systématique. Nous avons aussi des cathéters qui ne sont pas rattachés où on peut éviter d'utiliser le ballon gonflable. Il y a beaucoup de choses intéressantes pour les personnes en médecine palliative qui veulent pouvoir obtenir leurs soins en communauté. Voici quelque chose d'assez assez intéressant des États-Unis. Qui vient des États-Unis ici? Je ne sais pas. Si vous avez les pompes alpha, ici, il n'y a pas autant d'accès aux pompes alpha. Il y a des petites pompes qui pompent les acides vers la vessie. Ça peut être très intéressant. J'ai aimé ça la recevoir par vidéo. Je ne sais pas qui a reçu. Et quand il y a eu les premières discussions sur les pompes alpha, il n'y avait pas beaucoup de données probantes si c'était bon ou non, mais il y a plus de données sur les blessures aiguës. Les blessures aiguës et les infections sont assez courantes. Mais si j'étais patient, j'irais quand même peut-être aux États-Unis pour m'en procurer, car c'est très intéressant. On n'a pas besoin d'avoir ces sacs. Voici une étude qui remonte à 2022. Avec PVS, un petit cathéter est inséré avec une ouverture. Une va au fluide et l'autre va dans le système veineux. Donc, il y a l'acide qui est repompé dans le système veineux et on contourne le foie.
PIPC, c'est le cathéter pé- euh, péritonéal. L'étude pour la mortalité de PIPC est plus élevée que pour les autres. Cependant, il était inséré surtout chez des patients en fin de vie. Je pense que ce n'est pas vraiment lié à la technique, plutôt qu'au moment d'utilisation. Et c'est aussi le moment que je l'utilise le plus souvent. Lorsque, lorsque les hépatologues utilisent ce système, on croit quand même que le taux d'infection est plus élevé, même s'il n'y a pas nécessairement de données probantes à cet égard. Je me souviens avoir une discussion avec Dr. Tandem parce que j'adore ses cathéters et elle préfère les grands volumes. Et avec un patient, je voulais le prouver, le patient n'avait pas de difficulté avec le cathéter. Et parce que j'essaie de prouver mon point, peut-être que c'est là qu'il y a eu des complications, mais ça peut arriver. En autant que les patients savent ce qui peut arriver, on évite les difficultés. L'hypo, l'hyponatrémie et l'hypotension. Ici, c'était pour un acide maligne. Et la même chose pour les patients atteints de cirrhose. Il est plus probable d'avoir un état d'hyponitrémie qui peut contribuer à l'encéphalopathie hépatique. C'est quelque chose dont il faut tenir compte. On ne fait pas souvent grand-chose à l'hyponatrémie lors de soins palliatifs, mais il faut y porter attention. Si vous avez un patient atteint d'hyponatrémie avant la parasynthèse, c'est c'est là qu'on peut imaginer plus petit volume. Si on a le cathéter qui est installé, on peut sortir 1 litre à la fois. Et il est moins probable d'avoir des difficultés avec le sodium. Voici quelque chose d'intéressant. Si vous retirez 2 litres d'acide, c'est l'équivalent du sodium d'un régime alimentaire quotidien. Donc, vous allez retirer tout le sel qui serait consommé dans une journée, normalement. Voilà pourquoi il y a des difficultés dans certains cas. J'adore utiliser les capsules de sel. On n'a pas de données probantes que les capsules de sel vont aider l'hyponatremie, mais lorsque j'ai un patient qui est atteint de cirrhose et les petites doses de sodium ne fonctionnent pas, les capsules de sel sont beaucoup plus efficaces. Il y a différentes doses selon de la condition. Vous avez simplement à vous informer auprès du pharmacien. Certains conseils sur la gestion de l'hyponatrémie. Vous pouvez utiliser quelque chose euh, isotonique ou de l'albumine. Pendant des années, j'avais dit qu'en offrant ce volume, tout va directement dans l'abdomen avec la tension du ventre. Mais cette étude démontre qu'il n'y a pas d'atteinte directe. C'est quelque chose que je vais changer après avoir fait des recherches pour cette présentation. D'autres conseils? Vous pouvez rétablir le niveau de sodium habituellement, mais autrement, vous pouvez remplacer par liquide intraveineux ou des capsules de sel. Et voici le moment où je vais poser des questions sur les acides. Si vous avez des cas de patients, vous pouvez les inscrire dans le clavardage. Parlons d'hémorragie varicéale. J'avais un patient qui est décédé. J'étais naïf, j'ai juste pensé à ce sujet. J'ai le traumatisme. Mon patient vomit du sang pendant une demi-heure. Et puis, il est décédé en tenant la main. Et j'étais assise à son côté. Et c'était dans l'unité de médecine interne. Personne n'avait parlé de soins palliatifs. Nous avons beaucoup progressé depuis ce temps-là, mais personne n'avait pensé à lui offrir
des médicaments pour traiter la douleur, l'anxiété. Donc, il est mort au bout de ses vomissements. C'est assez difficile, mais évidemment, nous savons qu'il faut considérer les soins palliatifs. La mortalité d'hémorragie véricéale est énorme. 6 semaines de taux de mortalité à 10 à 20 et un an de mortalité, de taux de mortalité de 30 à 60 avec l'encéphalopathie hépatique, le taux de mortalité augmente à 88 sans compter les autres comorbidités comme la fragilité. On a des patients qui ont énormes comorbidités. Même si certains patients sont énormes, ils n'ont peut-être pas beaucoup de musculature. Nous savons que baisser l'hypertension peut être intéressant pour les hémorragies varicéales. 30% de ceux qui ont reçu le traitement pour baisser la pression vont quand même avoir de nouveaux des segments en l'espace d'un an ou deux. Il est donc très important d'éduquer ces patients sur les segments, faire de l'éducation sur les patients sur les selles noires. Je porte toujours quelque chose de noir. Je dis quand c'est noir, c'est vraiment noir, des selles noires, pour comprendre les segments et d'être examiné rapidement. Voici les doses et vous voulez avoir des patients sur les doses les plus élevées que les patients peuvent tolérer. Voici quelque chose aussi de très intéressant. Il y a eu une étude il y a plusieurs années qui s'appelait l'étude sur les transfusions avec des transfusions agressives au-dessus de 90 et très délicatement autour de 70. Et par rétrospective, on aurait préféré que ce soit plus bas. Les patients à 70 se portaient mieux dans leur survie par rapport à ceux qui ont des transfusions à 90. On l'a aussi montré dans des patients de greffe cardiaque aux soins aigus cardiaques. Et on a la même étude pour les cirrhoses. Les stratégies restrictives pour maintenir le 100 à 70, c'est mieux qu'à 90. Dans les autres études, on pensait que la viscosité est inférieure. Donc, on pouvait mieux transporter les fluides. Et peut-être qu'avec les cirrhoses, ce serait semblable à cause de la distribution de volume déséquilibrée. Les hémorragies varicéales ont beaucoup d'infections bactériennes. La prophylaxie antibiotique est très importante. Il faut le faire. Parfois, on consulte pour ces patients, mais c'est déjà fait pour nous. Il faut reconnaître pourquoi ça existe. Il y a aussi les prophylaxies antibiotiques qui sont associées à des mortalités chez des patients qui sont atteints de cet état. Les bloqueurs bêta, si vous arrêtez les bloqueurs bêta, la situation va s'aggraver. En médecine palliative, je laisse les bloqueurs bêta jusqu'au dernier moment. M'informer sur le moment que le patient ne peut plus prendre ses médicaments. Les bloqueurs bêta sont très importants. Je ne veux pas que mon patient décède d'un saignement gastro-intestinal. Si vous pouvez prévenir cette situation, c'est remarquable. Si, quand ça va avoir des effets indésirables, vous devez l'arrêter. S'il y a des étourdissements lorsque les patients se lèvent, vous voulez l'éviter, vous voulez éviter les chutes. Vous voulez vous servir des bloqueurs bêta pour éviter les infections également. Les hémorragies varicéales, si vous avez des questions, nous pouvons les couvrir plus tard. L'encéphalopathie hépatique, la majorité des patients qui ont des cirrhoses vont avoir l'encéphalopathie hépatique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le test du point, c'est vraiment intéressant. Vous prenez un morceau de papier et vous faites une vingtaine de points sur une feuille de papier et vous les chiffrez de 1 à 20. Les patients doivent faire le lien entre les chiffres et vous avez mis les chiffres de façon aléatoire. Et vous allez avoir votre référence de base. Parfois, la référence de base pour le test du patient va être très basse. Mais c'est une bonne façon pour vérifier l'encéphalopathie hépatique. S'il y a une petite atteinte,
les patients vont avoir de la difficulté. Ce n'est pas nécessairement une question de faire euh, d'avoir réussi ou non, mais c'est de voir la difficulté du patient à relier les différents points de 1 à 20. Les niveaux d'ammoniac ne sont pas trop euh, problématiques, à moins qu'on veut éliminer le foie. Si l'ammoniac est élevé, vous revérifiez et c'est plus bas, ce ne sera pas nécessairement une donnée utile. Vous n'avez pas besoin de revérifier. Les pathologues vont toujours se fâcher lorsqu'on voit des taux d'ammoniac quotidiens. Ce n'est pas nécessairement utile, mais ça peut être utile lorsque quelqu'un se présente avec une cirrhose, ce patient est très atteint et on veut écarter l'encéphalopathie hépatique, ce qui est tout à fait normal. C'est la seule utilité de l'ammoniac. Il y a différents précipitants pour l'encéphalopathie hépatique. Lorsque j'ai commencé à avoir des patients cirrhotiques, référés de mes collègues en 2011-2012, j'avais renvoyé une patiente et ma collègue était fâchée. Elle m'a dit, pourquoi vous recommandez que les patients vont avoir du Restorelax ou du PEG? Ils doivent prendre l'aculose. C'est terrible. J'ai dit, non, non, vous ne comprenez pas. Ils refusaient de prendre le lactulose. Et si on ne peut pas prendre lactulose, il faut essayer cet autre traitement. Nous avions une discussion pour clarifier les choses. Il y a des données probantes que l'alcool polypropylène va être aussi efficace. Les pathologues vont encore utiliser le lactulose. Certains collègues en soins palliatifs détestent le lactulose. Moi, je pense que c'est correct. Ça dépend de ce que le patient aime. Il peut y avoir quelques nausées liées à ce médicament, mais c'est quand même très bon. Un article de 2020 qui parle d'encéphalopathie hépatique chez les patients, c'est un bon article de révision de la littérature. Si vous voulez voir de l'information un jour, je ne peux pas tout vous partager, malheureusement. Habituellement, il y a une cause de précipitation qu'il faut considérer. C'est infection, segments gastro-intestinaux, non suivi de la médicamentation, le déséquilibre dans les électrolytes. Nous avons aussi des ultrasons. On est chanceux d'avoir de l'échographie. Nous avons un ancien radiologue qui travaille pour nous. Vous pouvez faire une échographie et mettre une petite aiguille dans l'abdomen et aller chercher un échantillon. C'est tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin de faire une grande parasynthèse pour avoir les mêmes résultats. Vous allez peut-être être déprimé après ma présentation parce que les données ne sont pas encourageantes, mais j'espère pouvoir aider vos patients. Mes patients et vos patients doivent sentir un peu d'espoir lorsque vous partagez avec eux cette information. J'étais dans une pièce avec un étudiant résident. Il y avait le patient et sa fille dans la salle. Le patient était atteint de cirrhose. Il ne savait pas ce qui se produisait. Et nous avons posé des questions au patient. Le patient posait des questions sur la mort. On lui a dit qu'il restait certains jours pour vivre. C'était déprimant. Je suis retourné avec les étudiants qui repensaient à cette conversation si triste. Mais la fille était souriante, radiante. Le patient souriait. Les étudiants en médecine ne savaient pas ce qui se produisait. Le patient se sentait si vivant, il se sentait habilité. Il fallait dire à leur famille ce qui arrivait. Le patient savait qu'il allait mal. Il savait qu'il était mourant. Mais au moins, il pouvait parler à sa famille avec les bons mots. Et il voyait comment sa fille était soulagée. Il avait de l'espoir qu'au moins, ils allaient pouvoir s'en sortir. Le médicament Ifaximine, c'est incroyable. Je le garde jusqu'au dernier souffle. On peut empêcher l'encéphalopathie hépatique. C'est très bien aussi pour éviter des hospitalisations. Le rifaximine est maintenant disponible pour les patients. Assurez-vous de l'offrir. D'autres cas d'encéphalopathie, j'adore les entendre. Pensez à vos questions à ce sujet. La dernière chose dont je veux parler, nous aurons du temps pour les questions, c'est le carcinome hépatocellulaire. C'est très courant
Lorsque vous avez un patient hépatique dans une clinique hépatique, il y aura un suivi très étroit pour les carcinomes hépatocellulaires. Il y a des protocoles de dépistage très stricts à suivre. Après 3% par année, c'est très courant. 800 000 décès par année liés au carcinome hépatocellulaire, avec des douleurs, une ACT rapide, de la jaunisse. On fait du dépistage par échographie, aussi par tomodensitométrie, à moins d'être un milieu rural et les patients n'ont pas accès à un hépatologue. Il y a beaucoup de lignes directrices sur comment mener le dépistage. La survie est très faible. J'ai des patients qui sont arrivés, qui avaient un carcinome hépatocellulaire et on ne peut pas dire grand-chose. On va gérer l'encéphalopathie hépatique, mais on ne considère pas le carcinome hépatocellulaire. Si la survie est de 6 à 20 mois, en plus d'une cirrhose, et peut-être avoir le diabète ou une autre comorbidité, il ne reste plus beaucoup de temps à vivre pour les patients. Ce sont des choses très importantes. Je dirais, au groupe de soins palliatifs, lorsque vous êtes à l'hôpital ou ailleurs, lorsque vous voyez un patient hépatique, il n'a pas eu toutes ces conversations sur les soins palliatifs, il faut avoir ces discussions. Nous avons essayé à la clinique de cirrhose, après notre initiative de clinique de greffe, nous n'avons pas encore les données probantes pour être méthodiques. Quelles sont les données probantes pour combiner un médecin palliatif et non palliatif dans cette clinique de maladies chroniques? Nous avons une grande étude aux États-Unis qui sera remarquable lorsque les résultats seront publiés. Dans cette étude, on a des hépatologues qui sont éduqués pour faire la formation palliative et on compare leur intervention aux médecins palliatifs. Les résultats devraient être publiés d'ici un an. Nous allons pouvoir, si les spécialistes formés peuvent faire le même travail que la médecine palliative, j'espère que oui, car ils sont formés aux soins en clinique. Ils sont assez futés. Nous devrions pouvoir combiner ces expertises. Ça devrait sortir d'ici un an. Lorsque notre clinique sera fonctionnelle, nous allons pouvoir publier ces données pour démontrer comment nous sommes arrivés à ces résultats. Nous allons expliquer les personnes qui ont participé, on va expliquer les résultats aux examens. Tout se fait virtuel. Nous espérons que tous ces soins vont pouvoir être offerts en télémédecine. Nous espérons aussi pouvoir vous offrir la rétroaction. Le, euh, cette forme de carcinome hépatique est très courant. Elle peut être courante. Les taux de survie sont assez faibles. Il y a maintenant des traitements d'immunothérapie avec des différents cancers traités. Avant l'immunothérapie, le sorafenib était le médicament utilisé, mais ça ne fonctionne pas pour le carcinome hépatocellulaire. Ces immunothérapies sont maintenant disponibles. Il y a certains effets indésirables. Voici une autre révision qui vient de sortir en 2022. Si vous travaillez auprès de patients atteints de cancer dans les cliniques de cancer, on parle des différents modulateurs du système immunitaire. C'est un très bon article de révision. Voici certains inhibiteurs disponibles. On recommande comme premier traitement et les avantages quant à la survie. On compare ça au sorafenib avec les effets indésirables comme la fatigue, la diarrhée, les éruptions cutanées, le dysfonctionnement thyroïdien et le fonctionnement hépatique. La survie ne sera peut-être pas améliorée si ce n'est pas une source virale qui cause le carcinome hépatocellulaire. D'autres complications, il y en a d'autres. Lorsque nous regardons toutes les complications et les symptômes,
Nous avons des lignes directrices pour le gérer. Vous pouvez chercher ces lignes directrices. Vous allez peut-être trouver d'autres choses dans certains cas, mais ce sont des lignes directrices établies par consensus. Il faut considérer le patient. Le patient va expliquer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La nutrition est très importante. Il y a ces anémies, des coagulopathies, des thromboses. Il y a tellement de complications possibles. Et vous allez trouver toutes les lignes directrices sur le site web. Lorsque vous pensez à ces complications, je vous ai donné le pronostic pour les grosses complications. Qu'en est-il lorsque les plaquettes sont à 50, 40, 30 et l'albumine à 15? Il y a un hydrothorax aussi. Euh, ce ne sera pas très prometteur. Je vais vous dire ce que je partage aux patients. J'ai eu moi-même des atteintes et j'entendais une présentation sur le cancer par rapport aux difficultés que j'ai eues. Et j'entendais quelqu'un parler des choses et je me disais, ah, c'est mauvais. Donc, si vous êtes atteint de cirrhose ou un membre de votre famille est atteint de cirrhose, en toute honnêteté, je vais vous dire que ces chiffres sont des chiffres techniques. Et c'est des choses, lorsqu'on parle aux patients, les chiffres techniques ne représentent pas l'individu. L'individu atteint de cirrhose va être dans cette maladie au complet, un peu comme pour la maladie chronique. J'ai dit aux personnes qui ne sont pas des chiffres et je suis ici sur place et tout ce que j'ai, c'est qui je suis aujourd'hui. C'est la même chose pour les patients, même si leur pronostic est assez sombre. Je pense qu'il est possible d'avoir une bonne vie, même avec un pronostic de survie de 30% en 5 ans. Parce que c'est possible de vivre sa vie en ce moment. On peut vivre ici, bien vivre sa vie, gérer les symptômes, avoir des soins palliatifs, d'entendre des bons messages, de croire dans ce qui est réalisable dans cette période de temps, quelle mobilité il est possible d'avoir dans cette période de temps. C'est un message important. Donc, pour les personnes ici qui connaissent des personnes atteintes de cirrhose, je compatis parce que c'est pas facile. On n'y pense pas, surtout lorsqu'on est à des conférences sur ces sujets. L'hydrothorax hépatique, j'en ai vu quelques cas, mais ce n'est pas si courant. C'est possible de l'avoir du côté droit, parfois de l'autre côté. C'est transsudatif et je vais toujours faire une torosynthèse. Il faut toujours vérifier si c'est transsudatif. J'ai vu certains cas, on présumait que c'était seulement un hydrothorax. Mais il ne faut pas faire des suppositions. Il faut aussi s'assurer que ce n'est pas une insuffisance cardiaque, ce qui n'est pas très courant lorsque c'est seulement d'un côté. La malnutrition est très courante. Je travaille avec Dr. Tannen, c'est sa spécialisation. Elle a rédigé plusieurs articles dans ce domaine. Ce que j'aime avec mes patients, ce qui complique la situation avec les patients hospitalisés, ce sont les petits repas. Les gros repas ne sont pas très propices pour la cirrhose. Si c'est possible, d'amener des petites collations à forte teneur en protéines, et c'est très important même d'avoir des protéines juste avant de se coucher. Si l'hôpital ne peut pas l'offrir, demandez à la famille d'amener des petites collations avec beaucoup de protéines, surtout avant l'heure de se coucher. La fragilité, c'est très important. Beaucoup d'articles portent sur ce sujet. Jennifer Lay en avait parlé lors d'une conférence à San Francisco. Il y a beaucoup de travail dans ce domaine sur la fragilité. Il faut faire des tests sur ces patients, même si c'est une test de prise. Si vous avez des physiothérapeutes, c'est très important de faire le test de fragilité, une fragilité de 9 qui serait assez faible. Et la fragilité en soi est un test MELD. Si vous oubliez la fragilité, vous allez soustraire 9 points du test MELD. Et on se demande pourquoi ça ne fait pas partie de l'évaluation de greffe. Pourquoi qu'on n'ajoute pas 9 points? Nous avons eu ces discussions dans le domaine des greffes. Mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes sur la liste. Certaines personnes ne seront pas sur la liste.
Je suis là parce que certaines personnes vont mourir encore sur la liste. Certaines personnes vont être rayées de la liste en attendant la greffe. Voici ma dernière diapo. Je ne peux peut-être pas vous montrer ces vidéos, mais vous pouvez cliquer sur un des liens en bas. En soins palliatifs, nous sommes en Alberta, nous sommes beaucoup en retard par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, vous allez nous remettre en place avec notre technologie. Nous venons d'avoir Connect Care. Nous avons des séries de commandes pour tout. Si vous allez voir au site cirrhosecare.ca, il y a au moins 20 systèmes de commandes liés à la cirrhose. Vous ne pouvez peut-être pas lire ici les caractères. Les parasynthèse, des ordonnances de nutrition, tout portant sur les soins de cirrhose. Si vous êtes en soins communautaires, vous ne savez pas ce que les spécialistes pourraient faire, fallait voir ici. Les experts de partout au pays ont créé ces séries d'ordonnances. Et voilà ce qui conclut ma présentation. Is the end. Voilà la fin. C'est terminé. Alors, j'aimerais répondre à vos questions, si vous en avez. Avez-vous de l'expérience de soins? J'aime les questions controversées. On dirait que chaque patient GI est sur un inhibiteur pro-pompe. Mais ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Pouvez-vous expliquer? Oui, je suis très anti-pompe inhibiteur proton parce qu'ils augmentent les pneumonies, peuvent augmenter les infections. Alors, s'ils n'ont pas eu un saignement récent, et seulement pour cette raison, je les enlève de ce traitement. Je ne les aime pas. Il y en a tellement de patients qui les utilisent et ils sont attachés. C'est un problème. Mais on peut toujours appeler les docteurs GI et dire si vous avez un argument, moi je confirme qu'on peut les enlever. À cause qu'ils ont le ventre plein. Ils pensent qu'ils ont un reflux. Je vais passer à une question en ligne. Est-ce qu'il y a des directives? Pour les cathéters périnéales. Non, mais les directives, c'est qu'est-ce que votre patient veut. Et si vous... Il faut tenir une conversation, parler de ce qui est disponible au niveau de l'évidence. Il y a un risque. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui pourrait ne pas arriver? Et le patient prend la décision. Donc, ma directive, c'est selon ce que veut le patient. Il faut faire attention aux infections. Qui les insère? Ça peut être la radiologie ou vous pouvez le faire vous-même. Alors, cet article va vous aider. Merci, docteur. Belle présentation. J'ai 2 questions. Une technique, une est peut-être controversée. Quand vous faites le cathéter, les diurétiques, non. Moi, je m'en débarrasse. Moi, j'aime qu'un résident vienne poser une question. Le diurétique, s'il faut avoir un cathéter, c'est quoi le point? Alors, moi, je m'en débarrasse complètement. La médication, c'est mieux. J'ai travaillé avec des patients souffrant de cirrhose sur la côte ouest. Je trouvais que un des défis, c'est de
les faire participer dans leurs propres soins. Question de motivation. Qu'est-ce que vous avez appris au cours des années qui vous aide à amener ces discussions, les faire participer de plus en plus à leur programme de soins? C'est difficile. Je parlais de la gestion du douleur en douleur et j'ai posé la même question aux spécialistes en douleur parce que j'avais peur, j'essaie de gérer sa douleur. Les médicaments ne fonctionnaient pas. Les techniques psychosociales ne fonctionnaient pas. Et j'étais frustré. Il me dit, ne travaillez pas plus fort que votre patient. Jamais. Ça semble étrange, mais c'est vrai. Parce nous, on investit des heures, on essaie de déterminer comment les faire participer. Et s'ils ne veulent pas participer, mais c'est d'être comme un entraîneur. C'est comme, il faut arrêter de fumer, sinon on va mourir. Mais il faut fixer des objectifs pas trop élevés. Et vous demandez au patient quelle partie de soin vous intéresse. Alors, quelle partie de votre maladie vous affecte? Non, je ne peux pas marcher. Quelle partie de votre non-capacité de pouvoir marcher aimeriez-vous étudier? Considérer. Alors, découpez ça en petits morceaux et commencez à leur faire réfléchir si il y a un élément qui peut les aider à marcher. Est-ce que vous pouvez considérer utiliser une technique ou à prendre soin de vous pour favoriser votre capacité de marcher? Donc, au lieu d'être notre devoir, et c'est de leur montrer ce qu'ils peuvent réaliser. Leur demander de réaliser une cible pas trop élevée. Mais s'ils ne font rien, vous n'êtes même pas capable de les faire participer. Et à un moment donné, il faut s'asseoir avec eux et dire, bon, ben, moi, je m'investis tellement en vous, je travaille fort pour votre bien-être. Pouvez-vous aussi être responsable un peu, puis à quel niveau? Parce que c'est votre vie, c'est votre condition. Parce qu'on allait sur la rue, c'est très difficile. Il n'y a pas de foyer stable, pas de nourriture. C'est dur. Parler aux gens qui ne prendront même pas leurs médicaments, qui sont dans la rue. Je vais mentionner quelques questions en ligne. SPP. Vous l'utilisez à quelle dose? Et comment ça peut aider au niveau des symptômes? Moi, j'utilise la ceftriaxone pour SBP. Est-ce qu'il y a eu des changements au cours du dernier mois? Je ne sais pas. On va vérifier, mais ça aide à diminuer l'infection et aide à soulager la douleur. Ce sont des éléments très importants. Je ne l'utilise pas. C'est très important, cette médication. Sinon pas le SBP. J'ai en fait eu des collègues qui me disent, bon, ben, j'ai des patients qui sont différents, sont très sensibles, je vais leur donner, même s'ils ne rencontrent pas les critères d'avoir le SBP. Ne faites pas ça parce qu'il peut y avoir des organismes résistants. Utilisez juste la médication si elle fait partie d'une directive de soins pour le SBP. C'est très important. Est-ce que les hauts volumes de liquide ont des incidences importantes lorsque j'étais interne? Si vous avez un abdomen plein
de fluide cancéreux, c'est crée beaucoup d'inflammation. Alors, j'ai l'impression qu'on peut voir les différences. Il n'y a pas d'études. Oui, si c'est lié à l'hypertension, oui. Mais c'est juste parce que interabdominal, une fuite, mais elle n'affecte pas la dynamique humaine, mais beaucoup de d'états malignes. Mais avez-vous des documents? Est-ce qu'il y a des articles là-dessus? Oui. Oui, dirige une clinique pour guérir le foie, alors je vais l'utiliser dans ma clinique. Comment vous le mesurez? C'est le temps. Euh, ou vous suivez leurs conditions? Ben, il n'y a pas d'évidence. Moi, je les garde, je les burine, je les intègre dans le tableau. Et ça, c'est pas je prends des notes. C'est important. Je vais écrire, ça a pris 1 minute pour que le patient se rende de 1 à 2. Alors, je vais l'écrire, je vais le scanner et toutes les lignes qui sont fausses sont révélatrices. La clé, c'est de photocopier le même. C'est ça la clé. S'il y a un autre qui est différent, c'est pas trop utile. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un a un cas difficile ou un patient avec lequel ils ont des difficultés que j'aurais fait avec un patient que j'ai soigné qui est mort lorsque j'étais à l'école, qui est mort à cause d'une hémorragie? Est-ce qu'il vaut la peine? Administrer un médicament avant la fin de la vie? Ben, ça dépend ce que le patient désire. Si il veut juste être confortable et ne veut pas être alerte, ben ça va. Quand arrêter? Ou quel est le dosage? Ben, ça dépend de la situation, je me souviens. Lorsque j'étais étudiant, je vois, vous voyez, un autre élève qui ne connaissait pas. Et il me pose des questions. Et j'avais aucune idée, mais là, je réalise que c'est facile de faire des recherches et voir quel est le dosage. Moi, je vous leur dis, vous devriez faire une recherche et rapporter ça demain à l'équipe et nous en informer. Non, je suis désolé, je ne me souviens pas du dosage. Est-ce que vous l'administrez? À tous les patients qui souffrent de ce malaise, oui. À moins qu'il y ait une contre-indication. Autre élément? Oui, allez-y. Joe Dixon de l'Université de Michigan. Merci pour votre présentation. Si vous avez mentionné quelque chose à propos des patients qui sont sur la liste de transplantation. La liste pour les greffes. Les patients se fient beaucoup à au peu de chances qu'ils vont recevoir une greffe et savoir qu'il y a beaucoup d'anxiété qui s'ensuit, qui est éventuellement une greffe. Comment, à quel point vous en discutez avec les patients? Quelle est votre approche? C'est énorme. Donc, les patients les plus malades, je pratiquais dans une clinique externe et j'ai vu tous les malaises cardiaques, pulmonaires. Les patients les plus malades étaient ceux
qui attendaient une greffe pour une cirrhose de foie. Et il y avait toutes sortes de symptômes, santé mentale, physique. Et ce qu'il disait, ils attendent sur la liste sans savoir si allaient vivre et pour combien de temps. Ils sont sur une liste, on leur dit que bon, il y a une chance d'être guéri. Et ils attendent. En attendant que quelqu'un meure. Et ils se sentent coupables. Parce qu'ils ne veulent pas que une personne meure pour leur permettre de vivre. Alors, ils sont tiraillés. Alors, il y a une anxiété psychologique. Et en même temps, leur état se détériore. Et ils se disent, bon, ben, si ma situation se détériore, si j'arrête de prendre mes médicaments et ma situation se dégrade, je vais peut-être remonter dans la liste et attendre moins longtemps. Ils deviennent tellement malades et ils arrivent à l'unité de soins intensifs et ils sont tellement malades et ils refusent toutes sortes de soins, même s'ils peuvent mourir. Ils ne veulent pas recevoir de soins pour rester prioritaires sur la liste. Donc, c'est une situation très complexe. Ce sont les plus malades et souvent, ils meurent aux soins intensifs. Bonjour, je voulais parler de patients avec des drains périnéales et quand est-ce un faible volume devient un volume plus élevé? Par exemple, vous parlez de drainer 5 litres d'un coup pour être bon pour les soulager de douleur, mais qu'est-ce que vous pensez de drainer enlever 2 litres par jour? Là, il n'y a pas d'expérience, mais c'est une base quotidienne. Des petits volumes, 1 litre aux 12 heures, peut-être 2 litres, mais pas plus que ça. Et aussi 500 millilitres par coup de 500 millilitres, c'est dépendant de leurs symptômes. Mais lorsqu'on arrive à près de 5 litres, il faut vraiment penser à une solution de rechange. Alors, moi, je favorise 1 litre 2 fois par année, 2 litres maximum. Je ne le ferai pas plus que 2 litres par jour, séparés d'une période de 12 heures. Mais il n'y a aucune évidence, aucune indication. Mais je veux dire, en passant, le plus petit volume pour enlever les symptômes. On va faire une mesure du symptôme avant et après. Alors, je les engage dans ce processus pour qu'ils mesurent les données, pour avoir quelque chose de plus objectif, pour déterminer la dose minimale efficace. Oui, je comprends. 1 litre, 2 litres par jour. Sur une période d'une semaine, 2 semaines. Moi, je fais ça sans problème. Ça ne m'inquiéterait pas. Habituellement, on n'a pas besoin de retirer 2 litres. Alors, j'ai aucun problème de retirer 1 litre ou 2 litres par jour. Et je n'ai pas rencontré trop de problèmes en faisant cela. Bonjour. Moi, je viens d'Ottawa. J'aimerais avoir des données sur les diurétiques dans les études au Canada. Des maladies, les caillots, ou peut-être le foie. Parce que les docteurs n'utilisent pas le diurétique avec les personnes souffrant de cancer. Je n'ai pas vu les dernières références. Mais c'est votre à la fin de vie et vous avez le ventre plein de liquide malin. Moi, je l'essaierais, mais avec un succès minimum, je dirais. Moi, je vois plutôt des patients qui ne souffrent pas de cancer. Il y a des études
qui ont dit, bon, ben, tout dépendant si la personne souffre du cancer, si c'est bas, bon, vous allez faire le paracentex à faible volume. Bonjour, je suis une physicienne, soins palliatifs à Ottawa. J'ai aussi une clinique là-bas avec mes collègues. Et j'ai aimé votre présentation sur la pompe parce qu'on a des essais en utilisant cet appareil. Alors, la paracenthèse à faible volume, et on a connu un peu de succès. Alors, qui effectue ce drainage à faible volume à domicile? C'est difficile, donc ils ont les drains et les patients le font eux-mêmes parce que c'est à faible volume, c'est plus fréquent. Les soins à domicile, habituellement, elle ne veut pas y participer et ça peut poser problème, mais on enseigne aux patients et aux membres de la famille et ils le font. C'est la seule façon qu'on a continué le problème parce que les soins à domicile vont vérifier les tubes pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection. S'il y a des problèmes, ils vont retourner voir les pathologues et le faire remplacer. Mais éduquer le patient, oui, dans les drains, dans les patients non malins, pour que ça soit efficace, assez tôt pour que ça soit efficace, oui. Oui, vous viendrez me voir. Et ensuite, on va faire quelques questions en ligne. J'ai une pharmacie clinique. J'aimerais vous remercier pour votre belle présentation. Ma question sur l'utilisation d'opioïdes pour le cirrhose, parce que malheureusement, comme vous le savez, beaucoup de patients souffrant de cirrhose consomment des grandes quantités d'opioïdes. Et vous avez parlé des méfaits des opioïdes. Comment on procède? C'est très frustrant. Tout d'abord, j'aime les pharmaciennes. J'en ai. Ils font partie de mes contacts au téléphone. Ce sont des très bonnes personnes ressources. C'est très important de travailler étroitement avec vous. Donc, les opioïdes, lorsque j'ai débuté ma clinique, je faisais attention aux opioïdes. Ma collègue me dit, vous créez des dépendances dans tous vos patients parce que je donne 0,2 de hydromorphone. Alors, et tout ça spécial parce qu'il n'utiliserait jamais. Même des petites doses, parce qu'il l'utilise souvent pour la douleur pour les patients souffrant avec la cirrhose. Je pensais que c'était bon. Mais j'avais des succès mitigés. Mais là, on a des preuves que ça augmente la mortalité en l'utilisant avec des patients souffrant de maladies de cirrhose. Alors, j'essaie de ne pas utiliser l'opioïde. Et ils sont dyspniaques, des fois. La dyspnie, ben, on essaie de réduire le fluide pour les patients souffrant de maladies de cirrhose. Alors, j'essaie d'éviter les médicaments pour soulager la douleur. Et si c'est le cas, bon, ben, il faut avoir beaucoup de ressources, de personnes qui nous conseillent lesquelles prendre. Alors, oui. Une question en ligne. Pouvez-vous expliquer comment vous excluez certains patients et si vous voyez toujours des symptômes en dépit des médicaments que vous leur donnez, avez-vous d'autres solutions? Ouais. Les niveaux d'ammoniac, s'il est normal, ben, est-ce qu'il y a d'autres médicaments? Si quelque chose ne travaille pas, ben, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe pour ces diapos. On voit qu'il y a 70% de chances que ce soit autre chose qui est responsable. Et s'il n'y a rien, c'est juste une maladie virulente et ils sont en train de mourir, ben là, je vais utiliser d'autres
anxiolytiques, dépendant de la condition du patient. C'est peut-être la seule fois que je veux utiliser un benzo s'il y a un historique d'alcoolisme, de sevrage. Des fois, le benzo fonctionne bien avec ces patients, alors c'est pas mauvais. Mais la philosophie peut s'aggraver, donc il faut équilibrer ce qu'on utilise. Donc, c'est la même norme de soins palliatifs pour soigner l'anxiété. Oui, bonjour, je suis un physicien palliatif à Ottawa. Le prophylaxis antibiotique. Pendant votre présentation, j'avais dit utiliser antibiotiques s'ils sont en bas de 15 ou donner juste antibiotiques s'ils ont une douleur ou des symptômes de PSBP. Ça, c'est un prophylactique, un antibiotique. C'est donc j'ai eu un épisode de SBP. On va l'utiliser comme prophylactique. Continue. S'ils n'ont jamais eu d'épisode, non. Désolé à propos de ça. Roger Gauche, physicien palliatif ici à Montréal au cours des années. J'ai rencontré beaucoup de situations de douleurs aiguës. Toronto, il y avait un grand centre d'hépatologie. Mon expérience avec l'hydromorphone a été pour la plupart du temps mauvais. Même, je me souviens d'un cas à Toronto à 0.2, 5 mg PO. La femme était myocolique après 3 doses. Et je me souviens, une révision en 2007 suggérait que la morphine, ça augmente. Pas d'augmentation au niveau du foie. Alors, morphine versus hydromorphone. Et deuxièmement, si c'est hyporénal, la morphine n'est pas une bonne option non plus. Et j'ai connu des bonnes expériences avec le fentanyl et le méthanol. Et tout récemment, le patient ne tolérait pas l'hydromorphone et tolérait bien la méthadone. Mais oui, on a beaucoup de commentaires à cet égard. Lorsqu'on a créé ce site web, on avait eu des gros débats à propos de cela, parce que moi, je pense qu'on peut utiliser un ou l'autre au bord dosage. 1 milligramme de morphine, le patient peut mieux aller que l'hydromorphone. Nos spécialistes en douleur étaient convaincus. Alors, regarde la littérature. On dit que les iris sont bien, mais ça ne tient pas compte. Ils ont enlevé de la morphine à cause de ça. Alors, je crois personnellement que la morphine peut être aussi bon. J'ai connu beaucoup de succès avec, en l'utilisant à petite dose. Je ne sais pas si c'est mieux en Australie. Les hydromorphones sont doubles. Et l'oxycodone est le médicament de choix. Alors, ça peut être mieux avec un ou moins pire pour un autre. Mais avec la méthadone, j'ai connu beaucoup de succès aussi. Ça peut être un bon médicament, mais il faut avoir un patient qui est à l'aise pour l'utiliser, quelqu'un de la communauté. En autant qu'ils sont à l'aise, oui, c'est une bonne option. C'est juste plus dur à maintenir. Et le fentanyl, encore là, plus dur à mentionner. Je ne suis pas je favorise pas beaucoup les patchs. La réponse, c'est que ce que vous trouvez qui fonctionne le mieux est la bonne chose à faire. Moi, je voulais abaisser la dose, mais la directive dit c'est 0.5. Alors, des fois, une question. Les antipsychotiques. C'est un contexte palliatif où les choses ne s'améliorent pas. J'ai connu un peu de succès pour réduire les hallucinations ou administrer, ou ça leur accorde plus de temps pendant la journée où ils peuvent être cohérents.
Je ne sais pas si vous l'avez mentionné, non. Non, mais tous les médicaments, il faut tenir compte des dynamiques psychotiques. J'aime le Numeron, une petite dose de la nuit qui permet de stabiliser l'humeur, peut augmenter l'appétit. Donc, c'est très bon pour une cirrhose. Et j'ai tendance à l'utiliser en premier. Je n'ai pas connu beaucoup de succès, pour être honnête avec d'autres, mais j'essaierai d'autres. Femeron serait ma première option. Je ne sais pas. Vous avez utilisé beaucoup d'antipsychotiques. Mirtazapine. J'ai utilisé le nom de la marque. Pardonnez-moi pour cela. Non? Notre temps est écoulé. Merci pour la belle présentation. Et on va revenir. Je sais que vous posiez des questions à propos des diapos. On va recommencer à 1h avec notre session de l'après-midi. Bon appétit et merci d'être venu. Venez me parler si vous me voyez. Olivia.